Sonia Tir, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous venez de publier chez Fayard un livre qui s'appelle « Sortir du placard, LGBT en politique ». Alors commençons par le titre. « Sortir du placard », c'est la traduction parfaite de « coming out ». C'est de là que vient l'expression. Tout à fait. Je voulais mettre un titre en français sur mon livre quand même, parce que je suis une amoureuse de la langue française. Mais c'était aussi une manière de vraiment ancrer ça dans la vie politique française et peut-être prendre un peu de distance du mot coming out qui est utilisé de manière un peu internationale. Tout à fait. De la même manière, on parle de, et vous parlez dans le livre de personnalités ouvertement gays, c'est le openly gay. Anglais, américain, ça nécessite explication peut-être. Ça nécessite explication. Openly gay, ça veut dire, si on le transpose à la vie politique française, des personnalités politiques qui ont décidé de le dire ouvertement, c'est-à-dire le dire publiquement, médiatiquement, politiquement, en parler. Ça veut vraiment dire ça. Et le revendiquer et se battre pour, presque militer en fait. Presque militer, alors on le voit dans le livre, pas tous de la même manière, Tout mais à oui, fait. globalement, déjà le dire publiquement, ouvertement et le porter, c'est une forme de militantisme. Alors est-ce qu'il y a un avant-après nomination de Gabriel Attal à Matignon? Votre livre sort au moment où un Premier ministre ouvertement gay arrive, ça change tout, non? Ça change tout parce qu'il faut déjà, alors je me fais un peu taper sur les doigts quand je dis ça, mais je continue à le dire, la nomination de Gabriel Attal en Premier ministre gay est un symbole très important pour la visibilité des personnes LGBT, pour la représentation des personnes LGBT. Il y aura un avant-après la nomination de Gabriel Attal, comme il y a eu un avant-après la nomination d'Elisabeth Borne en tant que femme. Donc ça, c'est déjà un point très important. Ensuite, il faudra voir dans les prochaines années, dans les prochaines échéances politiques, est-ce qu'il y aura un effet Gabriel Attal sur une meilleure visibilité des candidats LGBT, par exemple aux européennes ou aux législatives? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire « je me lance moi aussi, c'est bon ». Et est-ce qu'il va y avoir un jour des listes entièrement homosexuelles ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas leur intérêt ni leur envie ? Alors moi je pense que c'est pas leur intérêt parce qu'il faut pas rentrer non plus dans une sorte de sectarisme. Il faut que, en fait, les partis politiques, il faut qu'ils représentent la société. Donc il faut qu'il y ait des personnes LGBT, il faut qu'il y ait des personnes de toute confession, de toutes origines. Il faut des femmes, il faut des gens un peu plus précaires. Voilà, les partis politiques, on espère qu'ils puissent représenter tous les Français. Donc faire que des listes LGBT, je sais pas si ce sera vraiment une bonne chose pour discuter des droits. Après, effectivement, il faudrait que chaque parti, au moment des échéances, réfléchisse. Alors moi je souhaite pas utiliser le terme discrimination positive pour ce sujet parce que c'est vraiment pas un bon terme pour parler de ça, mais il faut que chaque parti politique puisse se poser et réfléchir à comment eux peuvent travailler pour avoir une représentation équilibrée de ces sujets. Tous les partis, vous consacrez un chapitre, et c'est pas le moins original, au Rassemblement national avec des députés gays qui le reconnaissent dans un parti où ce n'est pas simple, même si Marine Le Pen est très vigilante. Je me suis beaucoup posé la question avant de donner la parole au Rassemblement national. Et puis après, bon voilà, ils ont été élus, c'est des députés qui ont été élus démocratiquement. Donc bon, il y a un moment, si eux ont une représentation de députés gays dans leur parti, c'était important pour moi, dans la donnée, en fait, de pouvoir parler à tout le monde. Donc effectivement, Marine Le Pen est assez prudente là-dessus par rapport à son père. C'est vrai qu'il y a complètement un changement de prise de parole et de prise de position. Mais moi, je dis toujours qu'il faut être très vigilant là-dessus parce que c'est pas parce que Marine Le Pen nomme Sébastien Chenu vice-président de l'Assemblée nationale député gay, que dans d'autres officines du parti, il n'y a pas des personnes homophobes ou des politiques homophobes. Ça veut pas forcément dire que... Et le programme lui-même du RN reste conservateur sur ces sujets. Le programme du RN reste conservateur sur le sujet. Et puis surtout, on n'a pas de prise de parole de Marine Le Pen là-dessus. On n'a pas vraiment une politique là-dessus. Dans son programme à la dernière présidentielle, il y a aucunement mentionné quelque chose là-dessus, sur la GPA ou je sais pas, sur peut-être la PMA ou sur les droits des personnes trans notamment. Il n'y a rien là-dessus, donc je pense... Il y a une impasse. Il y a une impasse. Alors, vous l'évoquez vous-même, il y a le cas Elisabeth Borne, page 104, vous consacrez plusieurs pages à ce cas. Elle a fait interdire un livre, plus exactement, elle a fait retoucher un livre qui évoquait son éventuelle homosexualité. Comment l'expliquez-vous? Tout à fait. C'était assez surprenant parce que porter plainte contre une journaliste, c'est quand même assez rare pour un politique. On est quand même dans un pays qui respecte globalement la liberté de la presse, donc on n'attaque pas trop les journalistes. Une journaliste très sérieuse, Bérangère Bond, pas quelqu'un du People. Pas quelqu'un du People, qui a fait plein de livres avant sur Édouard Philippe, enfin voilà, une journaliste très sérieuse, qui avait travaillé, vérifié ses sources. Et Elisabeth Borne, moi, me répond dans le livre qu'en fait, elle a considéré que c'était une rentrée très maladroite dans sa vie privée. Pourquoi elle n'a pas voulu franchir le pas et profiter de ce poste de Premier ministre pour aider ceux qui ont des vies sexuelles, sentimentales, parfois en zigzag? Elisabeth Borne, elle considère que ce qui est écrit dans le livre de Bérangère Bond est faux. Donc en fait, Ouais. à partir de ce moment-là, elle veut pas s'en expliquer et elle considère que c'est vraiment une entache à sa vie privée. Donc elle balaye le truc d'un revers en disant « je porte plainte ». Au-dessus de tous ces personnages, il y a le président de la République, Emmanuel Macron.
gay-friendly, si j'ose dire en bon français, mais vous le rappelez, il n'a pas voulu faire de la procréation médicalement assistée, voter durant son premier quinquennat, un véritable marqueur idéologique. Il l'a fait, non pas à son corps défendant, mais un peu discrètement. Quelle est sa position réelle sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez réussi à cerner sa position? Alors Emmanuel Macron est un personnage très compliqué à cerner, et notamment sur ces sujets-là. C'est vrai que dans notre sondage IFOP, il ressort très haut. Les Français pensent vraiment qu'Emmanuel Macron est un président qui est proactif sur les droits LGBT, plutôt un allié en fait de ces sujets-là. Mais en même temps, effectivement, la PMA, c'est intéressant. Il est élu en 2017, elle passe en 2021. Pas mal de députés ou de gens qui ont vécu en fait la PMA de l'intérieur disent que c'était pas du tout une priorité, que quand il a été élu, bon, voilà, ça l'arrangeait pas trop. Ça a été un peu compliqué de la faire passer, de la mettre sur le haut de la pile des dossiers. On avait un Édouard Philippe qui était très conservateur et qui était contre la PMA, qui s'était déjà exprimé en ce sens avant 2017. Donc voilà, c'est assez paradoxal peut-être la position d'Emmanuel Macron, mais moi je pense que foncièrement Emmanuel Macron est un politique libéral et aussi libéral sur les questions de société. Donc pour lui, en fait, les droits LGBT comme les droits, la lutte contre les discriminations, c'est un sujet très important pour lui parce qu'il considère que la France doit représenter tout le monde. Et en fait, c'est pas un sujet pour lui. Enfin, c'est un sujet dans le sens, il va pousser pour qu'il y ait des mesures, mais il va pas en faire non plus un marqueur. La PMA, c'est un bon exemple parce qu'il n'a pas proposé de débat. Il n'y a pas eu de débat comme la Manif pour tous, par exemple. Oui, tout à fait. Est-ce que cette position un peu, et en même temps, c'est aussi la rançon des rumeurs qui ont circulé? Vous détaillez dans un long chapitre la rumeur de la campagne 2017 sur la liaison présumée entre Emmanuel Macron et Mathieu Gallet et comment il l'avait désamorcée. Est-ce que ça a pesé sur cette attitude? Je pense qu'effectivement, et c'est ce que Mathieu Gallet me raconte dans le livre quand je le rencontre, qu'il y a eu une vigilance post-rumeur Mathieu Gallet et Emmanuel Macron de la part du président et aussi de Brigitte Macron, de ne pas trop peut-être en faire un marqueur comme sujet, parce que cette rumeur, elle leur a fait du mal. Vraiment, elle leur a fait du mal. C'est une rumeur qui est une rumeur dégueulasse. C'est une rumeur qui a beaucoup blessé. On partait de quelque chose de vraiment très très compliqué et très conservateur. On considérait qu'un jeune président ne pouvait pas être en couple avec une femme plus âgée que lui. Donc c'était forcément une couverture. Donc je pense que c'est quelque chose qui les a vraiment heurtés, plus elle que lui, je dirais. C'est aussi ce qu'on me rapporte. Et je pense que voilà, ils ont été vigilants. Ils ont été vigilants sur ces sujets-là, à ne pas trop en fait tendre le bras à des rumeurs encore plus folles, quoi. Et pourtant, ils n'ont pas été épargnés puisqu'il y a eu l'autre rumeur, celle sur Brigitte Macron, qui serait un homme. Ce délire complotiste-là, comment on lutte? On lutte de manière vraiment avec des petits bras, parce que ces rumeurs, elles arrivent sur Internet, elles sont partagées, repartagées, elles sont récupérées par des milieux complotistes, par des milieux plutôt proches d'une mouvance anti-vaccin, enfin voilà, récupérées par des gens. Et enfin, aujourd'hui, j'invite les gens qui nous écoutent à aller encore sur Internet, on trouve encore des rumeurs comme ça et des tweets qui disent que Brigitte Macron est un homme. Donc c'est très compliqué, ils luttent avec leurs petits bras, elle a porté plainte, des personnes ont été condamnées, mais c'est vraiment très compliqué de lutter contre ça. C'est vraiment des rumeurs qui durent, qui restent et qui sont écrites en fait dans les archives des internets. Vraiment. Quand on sort du placard, quand on fait ce coming out, les destins sont très variés. Vous consacrez aussi un chapitre à Mounir Majoubi, qui s'occupait du numérique dans un des premiers gouvernements Macron, page 64, et vous dites à quel point ça a été douloureux pour sa famille, quand il l'a rendu public. Son père, avec lequel il n'avait plus de contact, qui était reparti au sud de la Méditerranée, sa mère. Il n'y a pas que soi qu'on engage quand on révèle cela. Tout à fait. Mounir Majoubi est un exemple de courage à ce sujet, parce que Mounir Majoubi, c'est plusieurs choses. C'est un homme d'origine marocaine, un homme d'origine marocaine, qui est marié avec un homme juif, qui est homosexuel, qui a grandi dans des quartiers populaires. Enfin voilà, il concentre en fait vraiment le modèle d'intégration français parfait en fait. Mais baignant dans des milieux souvent homophobes. Mais baignant dans des milieux homophobes, avec un père qui réapparaît des années après pour justement critiquer le fait qu'il ait fait son coming out, une mère qui est obligée de partir en fait, d'aller se mettre au vert parce qu'elle reçoit tellement d'insultes. Il a son visage qui est aux 20h d'une grande chaîne marocaine où on met la couverture de Paris Match et on parle de son coming out. Donc ça a été vraiment, ça a été très très impressionnant pour lui, mais beaucoup plus pour sa mère. Mais bon, maintenant, il raconte qu'en fait, maintenant, sa mère lui dit, bon, maintenant, c'est bon, tout le monde le sait, quoi. Donc, c'est un peu balayé maintenant. C'est une sorte d'accouchement douloureux, quoi, souvent, de cette réalité-là. Assumer cette réalité. Plus le milieu va être compliqué, plus le milieu va être conservateur, religieux, pas prêt, en fait, à ce genre de confession, plus ça risque d'être violent, ouais, effectivement. À l'inverse, il y a des histoires plus faciles. Sarah El Haïry, première femme lesbienne ministre, qui a un enfant avec sa compagne par PMA, on a l'impression que la société a accueilli cela vraiment comme un carnet rose.
Tout à fait. Même sa photo dans la tribune dimanche avec son ventre rond, son baby bump, comme on dit en anglais, ça a été accueilli de manière très positive. Et puis en plus, c'est toujours intéressant d'avoir des politiques qui vivent en fait des difficultés que les femmes françaises peuvent vivre. La PMA, c'est un parcours du combattant pour plein de femmes. Donc peut-être avoir une ministre qui explique que oui, elle est en train de le faire, que c'est compliqué, qu'elle a réussi, c'est intéressant. Après, sur Sarah El Haïry, moi, elle n'a pas voulu me répondre dans le livre. Je pense qu'elle aussi, elle n'est pas dans un truc très militant sur le sujet. Elle a posé, elle a fait sa photo. C'est son histoire. Oui. Mais c'est son histoire. Autre histoire belle aussi, Estelle Zabot, élue homme à la tête de sa ville, de sa municipalité, devenue femme, elle fait voter le conseil municipal pour ratifier, pour accepter. Et ça marche. La tolérance est au rendez-vous. Ce qui est quand même assez dingue. Enfin, on imagine, voilà, pour ceux qui suivent un peu les conseils municipaux, c'est quand même assez dingue de faire voter son maintien en tant qu'élu par son conseil municipal. En plus, juridiquement, rien ne l'y obligeait. Non, changer de sexe, c'était pas prévu par la loi, donc pas interdit. Donc elle l'a vraiment fait, en fait, parce qu'elle avait peur qu'on lui dise, en fait, on a voté pour quelqu'un qui était un homme, maintenant vous êtes une femme, vous nous trompez. Donc vraiment, c'est quelque chose de très personnel ce qu'elle a fait, ce maintien, ce vote. Mais en fait, c'est vraiment passé comme une lettre à la poste, pour cette expression. Mais c'est vraiment... voilà, les gens lui ont accordé la confiance en lui disant que c'était une très bonne élue. Et ça continue. Et on parle d'un petit village du Nord de moins de 1000 habitants. Enfin, vraiment, c'est très beau ce qui se passe dans le Nord de la France. Oui. Alors, c'est un signe de l'évolution de la société. En 1981, 61% des Français se disaient choqués d'apprendre qu'un élu serait homosexuel. Aujourd'hui, un sondage IFOP dans votre livre, 80% des Français ne trouvent pas que ce soit un tabou d'avoir un président de la République éventuellement un jour homosexuel. Quel progrès de la société! Un progrès vraiment très rapide. Et puis en 81, on était encore avec une dépénalisation de l'homosexualité. C'est vraiment le moment où c'est levé, en fait. Ouais. Donc il faut se dire, on est dans une ambiance, il n'y a pas le Pacs, il n'y a pas le mariage pour tous. Et en plus, c'est dépénalisation de l'homosexualité. Donc vraiment une ambiance vraiment pas agréable pour ces personnes-là. Et là, en fait, vraiment, 80%, je trouve ça beau, je trouve ça fort. Il faut des nouvelles positives dans la vie. Après, il faut rester focalisé aussi sur les 20%, sur une augmentation aussi des agressions que le pays connaît. Donc, il faut quand même être vigilant. Ces 20%, c'est pas rien non plus. Il faut quand même les regarder. Et le prochain combat, c'est la gestation pour autrui, peut-être pour les hommes? Tout à fait, pour les hommes, aussi pour les personnes hétérosexuelles, parce que la GPA, ça concerne tout le monde, mais la GPA, c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet de clivage, même au sein de la gauche. Par exemple, à la France Insoumise, ils ne sont pas tous d'accord, en fait. Eh bien, ça sera notre prochain combat, peut-être votre prochain livre. Sonia Tir, Sortir du placard LGBT en politique, c'est chez Fayard. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.